C'était une de ces nuits de novembre, comme la Normandie en a le triste secret. Une nuit où le ciel bas et lourd semble vouloir écraser la terre sous un manteau de brume et de pluie glaciale. Le vent soufflait en rafales violentes, s'engouffrant dans les ruelles désertes du petit village de Saint-Cénery, faisant claquer les volets mal fermés et gémir les charpentes des vieilles bâtisses en pierre. Il était un peu plus de 2 heures du matin, lorsque le silence pesant de la campagne fut déchiré par le gyrophare bleu spectral et tournoyant d'une voiture de gendarmerie qui s'engagea avec une lenteur respectueuse dans l'allée boueuse menant à la petite maison de Berthe. Une masure isolée aux tuiles moussues, entourée de haies sombres, qui semblaient la protéger du monde moderne ou peut-être l'en isoler définitivement. À l'intérieur, le spectacle qui attendait les gendarmes et le médecin légiste n'était pas de ceux que l'on oublie même après 20 ans de carrière. Il n'y avait pas de sang, pas de traces de lutte, pas de désordre apparent. Juste un froid sépulcral plus intense encore qu'au dehors. Le chauffage était coupé depuis des semaines, peut-être des mois. Dans la chambre à coucher recroquevillée, sous une pile de couvertures mitées qui ne suffisait plus à retenir la moindre chaleur corporelle, gisait le corps sans vie de Berthe, une octogénaire dont le visage figé, dans une expression de tristesse infinie, portait les stigmates d'une longue agonie silencieuse. Le rapport médical parlerait plus tard d'hypothermie sévère, couplée à une malnutrition avancée. Berthe était morte de froid et de faim en France, au XXIe siècle. Mais ce qui glaça le sang des enquêteurs, ce ne fut pas seulement la misère matérielle évidente, les placards vides ou le frigo débranché. Ce fut ce que la vieille dame serrait encore dans sa main droite, une main raidie par la mort, aux doigts déformés par l'arthrose et le labeur d'une vie entière. C'était une enveloppe froissée, tachée d'humidité. À l'intérieur, une lettre écrite d'une écriture tremblante, presque illisible, adressée à sa fille unique. Les derniers mots d'une mère sacrifiée. On pouvait y lire ces quelques phrases d'une humilité bouleversante. « Pardon, ma petite chérie. Maman est désolée. Je n'ai plus rien. Je ne peux plus t'envoyer d'argent pour ton association. Ne m'en veux pas. Je t'aime. » Comment en est-on arrivé là? Comment une mère qui a donné sa vie, sa sueur et son amour inconditionnel peut-elle mourir seule, rongée par la culpabilité de ne pas avoir pu donner encore davantage? Et surtout qui était cette fille, cette destinataire invisible, pour qui Berthe s'était littéralement saignée aux 4 veines jusqu'à son dernier souffle. Pour comprendre ce drame, il faut détourner le regard de cette chambre sordide et allumer la télévision quelques jours plus tard. Sur une chaîne d'information en continu, une jeune femme blonde élégante, le visage baigné de larmes savamment mises en scène, s'exprime devant les caméras. C'est Sophie, la fille de Berthe. Sophie n'est pas n'importe qui. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui une influenceuse, une célébrité de ces nouveaux mondes virtuels que Berthe ne comprenait pas. Sur les réseaux sociaux, elle est suivie par des centaines de milliers de personnes. Son créneau, la bienveillance. L'écologie, le retour aux sources et surtout l'amour de la famille. Devant les journalistes, elle sanglote, évoquant la disparition de sa maman chérie, cette sainte femme qu'elle aimait, tant partie trop tôt, emportée par la maladie malgré tous ses soins. Elle annonce même la création d'une fondation au nom de sa mère, pour aider les personnes âgées isolées. Le public est ému. Les likes pleuvent par milliers. Les commentaires de soutien défilent à une vitesse vertigineuse. Mais derrière l'écran, une femme regarde cette interview avec une rage froide, une colère qui lui noue l'estomac. Cette femme s'appelle Claire. Elle est infirmière libérale. Et elle sait que tout cela n'est qu'un mensonge. Un monstrueux mensonge. Claire connaissait bien Berthe. Elle était l'une des rares, sinon la seule, à franchir encore le seuil de la petite maison humide. Au cours des 2 dernières années, c'est elle qui venait faire les pansements pour les ulcères variqueux de la vieille dame, c'est elle qui souvent apportait discrètement une soupe chaude ou un morceau de tarte, prétextant qu'elle en avait trop fait pour elle-même. Claire avait vu la déchéance. Elle avait vu la solitude.
Elle se souvenait de l'odeur de renfermé de la poussière qui s'accumulait sur les photos de famille, encadrées où l'on voyait toujours la même petite fille blonde souriante grandir au fil des années. Berthe ne parlait que d'elle, de sa Sophie. « Elle a une vie si difficile, vous savez, Claire », disait souvent Berthe en tremblant de froid alors que l'infirmière tentait de rallumer un vieux poêle à pétrole. Elle est en mission humanitaire en Afrique ou parfois en Asie. Elle aide les pauvres. Elle se prive de tout. C'est une sainte. Berthe avait les yeux qui brillaient de fierté lorsqu'elle racontait cela. Elle expliquait que Sophie ne pouvait pas venir la voir, que le billet d'avion était trop cher et qu'elle avait besoin de chaque centime pour construire des écoles ou des puits. Alors Berthe envoyait tout. Sa maigre retraite d'ouvrière agricole, ses économies, tout partait dans des mandats cash vers des comptes obscurs. Et Claire, impuissante, écoutait le cœur serré, sentant confusément que quelque chose ne tournait pas rond, mais n'osant pas briser les illusions de cette mère, dont l'amour était la seule chose qui la maintenait encore en vie. Il faut remonter le temps pour saisir la profondeur de cet attachement. Berthe n'avait pas eu une vie facile. Veuve très jeune, elle avait élevé Sophie seule, à la force de ses poignets. Elle avait travaillé dans les champs, puis fait des ménages chez les notables de la région, s'usant le dos et les genoux pour que sa fille ne manque de rien. La maison, cette bâtisse aujourd'hui en ruine, c'était le fruit de 30 années de privation. Chaque pierre, chaque tuile avait été payée par une heure de ménage, par un dimanche sans viande, par des vacances qu'elle ne prenait jamais. Pour Berthe, Sophie était sa revanche sur la vie. Elle voulait qu'elle fasse des études, qu'elle devienne une dame. Elle ne voulait pas que sa fille ait les mains rouges et gercées par l'eau de Javel. Et Sophie avait réussi. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Elle était partie à Paris, avait fait des écoles de communication. Au début, elle revenait pour les fêtes. Puis les visites s'étaient espacées. La grande ville l'avait happée. Le monde de l'image de l'apparence de la réussite facile l'avait transformée. Berthe, du fond de sa campagne, ne comprenait pas exactement ce que faisait sa fille, mais elle voyait les photos que Sophie lui envoyait parfois par courrier, des photos où elle semblait fatiguée, mal habillée, dans des décors pauvres. Sophie lui écrivait « Maman, c'est dur. Je me bats pour les autres. J'ai besoin d'aide. » Et Berthe, la mère courage, ouvrait son porte-monnaie, vidait son livret A, vendait ses quelques bijoux de famille, persuadée de soutenir une cause noble. Mais revenons à ce lendemain d'obsèques. La cérémonie fut expéditive. Sophie, cachée derrière de grandes lunettes noires de marque, joua la veuve éplorée, ou plutôt l'orpheline dévastée, avec un talent digne de l'acteur studio. Quelques voisins étaient là, murmurant un peu gênés. Ils avaient vu Sophie arriver au volant d'une voiture de location luxueuse, garée loin de l'entrée du cimetière, pour ne pas attirer l'attention. Claire était là aussi en retrait. Elle observait. Elle voyait les regards fuyants de Sophie, sa hâte de quitter ce lieu, son dégoût à peine dissimulé, lorsque ses talons aiguilles s'enfonçaient dans la terre grasse du cimetière communal. Une fois la dernière pelletée de terre jetée, Sophie ne s'attarda pas. Pas de verre de l'amitié, pas de réunion de famille. Elle avait une interview importante à Paris. C'est ce soir-là que Claire décida qu'elle ne pouvait pas laisser faire. Il y avait quelque chose d'indécent, de révoltant dans cette comédie. En tant qu'infirmière, elle avait accès à la maison pour récupérer du matériel médical laissé sur place. En rangeant la table de chevet de Berthe, elle tomba sur un objet anachronique dans ce décor de misère, un vieux smartphone, l'écran fêlé, que Berthe utilisait avec maladresse pour lire les rares messages de sa fille. La police n'ayant pas jugé la mort suspecte initialement, une vieille dame qui meurt de froid en hiver, c'est tragique, mais hélas pas criminel aux yeux de la routine administrative, avait laissé les effets personnels. Claire prit le téléphone. Elle ne savait pas encore ce qu'elle cherchait, mais son instinct lui criait qu'une vérité sombre dormait dans la mémoire de cet appareil. Elle s'assit dans sa propre cuisine, se servit un café fort et commença à remonter le fil des conversations SMS. Ce qu'elle lut lui donna la nausée. C'était une litanie de plaintes,
une succession de chantages affectifs odieux. « Maman, je n'ai rien mangé depuis 2 jours, s'il te plaît, fais un virement. »« Maman, ils vont me couper l'électricité si tu ne m'aides pas. »« Maman, ne sois pas égoïste, pense à tout ce que je fais pour le monde. » Et à chaque fois la réponse de Berthe, tapée avec difficulté, pleine de fautes, de frappes touchantes. « Je vais à la poste demain, ma chérie. Courage, je t'aime. » Claire, les mains tremblantes, eut alors une idée. Elle sortit son propre téléphone, dernier cri. Elle ouvrit Instagram. Elle tapa le nom de Sophie. Mais pas le vrai nom de famille, celui de son père, trop roturier. Non, son nom de scène, Sophie Earthlove. Claire créa un faux compte, un profil anonyme, pour pouvoir espionner sans être vue. Et là, le choc fut brutal. Le contraste était tel qu'il en devenait vertigineux, presque irréel. Claire mit les 2 téléphones côte à côte sur la table de la cuisine. À gauche, la misère simulée par SMS pour extorquer de l'argent à une vieille femme. À droite, l'opulence affichée pour éblouir le monde. Le travail de comparaison commença méticuleux, implacable. Claire se transforma en enquêtrice. Elle nota une date, le 15 octobre. Sur le vieux téléphone de Berthe, un SMS de Sophie. « Maman, c'est l'enfer ici. Je dors dans un taudis. J'ai besoin de 500 € pour des médicaments. J'ai attrapé une fièvre terrible. » Sur Instagram, à la même date, le 15 octobre, une photo de Sophie radieuse en robe de soirée scintillante, une coupe de champagne à la main. La localisation indiquait « Hôtel de Paris-Monaco ». La légende disait « Soirée de gala pour la planète. Tellement fière de mes réussites, luxury life blessed. » Claire sentit une boule de rage monter dans sa gorge. Sophie avait bloqué sa mère et tous les gens de son village natal sur les réseaux sociaux. Elle avait créé une bulle hermétique où elle pouvait mentir impunément. Pour Berthe, elle était une missionnaire souffrante. Pour le reste du monde, elle était une jet-setteuse engagée. Claire continua de remonter le temps. Chaque demande d'argent correspondait à une dépense somptuaire. Les frais d'hôpital de Sophie étaient en réalité un séjour aux Maldives. L'argent pour réparer la toiture de l'orphelinat avait payé un sac à main de créateur que Sophie exhibait fièrement dans une story permanente. C'était une prédation méthodique, cynique, glaciale. Sophie ne se contentait pas d'ignorer sa mère. Elle la vampirisait. Elle avait sciemment maintenu Berthe dans la pauvreté, la privant de chauffage, de nourriture correcte, pour financer ses caprices de starlette virtuelle. C'était de l'abus de faiblesse à l'état pur, maquillé, en appel à la charité. Mais Claire savait que cela ne suffirait peut-être pas. La justice est une machine lourde qui demande des preuves tangibles. Des SMS peuvent être interprétés. On pourrait dire que Berthe donnait de son plein gré qu'elle voulait gâter sa fille. Il fallait plus. Il fallait l'acte irréfutable, la preuve de la cruauté physique. Et c'est alors que Claire se souvint d'un détail. Un détail technique administratif qui allait tout changer. 6 mois plus tôt, suite à une chute de Berthe, les services sociaux du département avaient insisté pour installer un système de téléassistance. Une présence verte, comme on dit à la campagne. Cela incluait un bouton d'appel autour du cou, mais aussi, fait plus rare, une caméra de surveillance dans le salon, connectée à un serveur sécurisé, pour vérifier en cas de non-réponse si la personne était au sol. Claire, en tant qu'infirmière référente, avait les codes d'accès à cette plateforme pour les urgences. Elle savait qu'elle franchissait la ligne jaune de la légalité, qu'elle violait le secret professionnel, mais la soif de justice était plus forte que la déontologie. Elle se connecta au serveur. Les enregistrements étaient conservés 30 jours. Elle chercha une date précise. La nuit du 31 octobre, la veille de la Toussaint, quelques jours avant la mort de Berthe. Une voisine avait mentionné avoir vu des phares de voiture cette nuit-là. L'image apparut sur l'écran de l'ordinateur granuleuse, en noir et blanc, éclairée par l'infrarouge. On voyait le salon de Berthe. La vieille dame était assise dans son fauteuil, emmitouflée dans ses couvertures. Elle toussait. Une toux sèche, douloureuse, qui secouait son frêle squelette. Soudain, la porte s'ouvrit. Une silhouette entra.
C'était Sophie. Pas la Sophie des SMS, ni celle d'Instagram. La vraie Sophie. Elle portait un manteau de fourrure, des bottes qui claquaient sur le carrelage nu. On ne l'entendait pas parler, il n'y avait pas de son, mais l'image hurlait la vérité. Sophie ne prit pas sa mère dans ses bras, elle ne lui apporta pas de médicaments. Elle ne regarda même pas si le frigo était vide. Sur la vidéo, on voyait Sophie s'agiter, gesticuler. Elle semblait crier. Berthe, recroquevillée, pleurait. Puis Sophie se dirigea vers le petit buffet en chêne, le seul beau meuble qui restait. Elle savait où sa mère cachait le peu de liquide qu'elle retirait en début de mois pour payer le boulanger. Sophie ouvrit le tiroir, souleva une pile de linge et en sortit une enveloppe. Elle compta les billets frénétiquement. Berthe tendit une main suppliante, comme pour la retenir, comme pour dire « C'est pour manger ma fille ». Sophie repoussa la main de sa mère avec un geste de dédain, presque de dégoût. Elle fourra l'argent dans son sac, fit demi-tour et sortit, laissant la porte entr'ouverte derrière elle, laissant le froid de la nuit envahir la pièce où sa mère agonisait. Claire resta figée devant son écran, les larmes aux yeux. Elle venait d'assister en différé à un assassinat. Pas avec une arme, pas avec du poison, mais avec de l'indifférence, avec une cruauté mentale absolue. Sophie avait volé les derniers vivres de sa mère, l'avait laissée seule malade, la porte ouverte aux vents glaciaux, pour aller sans doute s'acheter une paire de chaussures ou payer une note de restaurant. C'était de la non-assistance à personne en danger. C'était un matricide social. Le temps de la riposte était venu. Sophie organisait 2 jours plus tard une grande soirée de charité à Paris, dans un lieu branché pour lancer sa fondation « Cœur de Berthe ». Le cynisme à son paroxysme. Claire brûla la vidéo sur une clé USB. Elle prit sa voiture, une petite citadine fatiguée, et roula vers Paris. La colère lui servait de carburant. Elle n'avait pas d'invitation, mais elle avait la détermination de ceux qui portent la voix des morts. La salle de réception était somptueuse. Des lustres en cristal, des petits fours du champagne qui coulaient à flots. Le tout Paris des influenceurs était là. Des gens beaux, jeunes, connectés, qui se prenaient en photo devant des murs de fleurs. Au centre, Sophie, rayonnante en noir de deuil, haute couture, tenait un micro. Elle parlait de l'héritage spirituel de sa mère, de l'importance de protéger nos aînés. « Ma mère était une femme simple, disait-elle, avec des trémolos dans la voix, mais elle avait un cœur d'or. Elle m'a tout appris. Si elle nous regarde de là-haut, je veux qu'elle sache que je continue son œuvre. » Claire, qui s'était faufilée par l'entrée des traiteurs, s'approcha de la régie technique. Le technicien, un jeune homme absorbé par son téléphone, ne fit pas attention à cette femme en tenue simple qui branchait une clé USB sur le port de la console vidéo. « Et maintenant, poursuivit Sophie, je voudrais vous montrer un montage photo de celle qui fut ma lumière. » Sophie fit un signe de la main vers l'écran géant derrière elle. La musique triste commença. Mais ce n'étaient pas les photos d'enfance prévues qui apparurent. L'écran géant s'illuma brusquement. L'image granuleuse de la caméra de surveillance apparut immense dominant la salle. Le silence se fit instantanément. Un silence lourd, absolu. On vit le salon misérable. On vit la vieille dame malade. Et on vit Sophie. La Sophie en fourrure. La Sophie qui vole. La Sophie qui repousse la main de sa mère. La Sophie qui claque la porte. Dans la salle, le temps semblait suspendu. Les coupes de champagne restèrent en l'air. Les sourires se figèrent. Sur scène, Sophie se retourna, vit l'image, et son visage se décomposa. Ce n'était plus le masque de la tristesse, c'était celui de la terreur pure. Elle essaya de crier, de dire que c'était un faux, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Puis Claire monta sur l'estrade. Elle ne cria pas, elle ne l'insulta pas. Elle prit le micro des mains de Sophie qui tremblait comme une feuille. Elle se tourna vers le public, vers ces centaines de visages qui filmaient désormais la scène avec leurs smartphones, diffusant la vérité en direct au monde entier. Claire dit simplement d'une voix calme, mais qui portait jusqu'au fond de la salle. Elle s'appelait Berthe.
Elle est morte de faim et de froid il y a une semaine. Elle est morte en serrant une lettre où elle s'excusait de ne pas avoir assez d'argent pour sa fille. Voici ce que sa fille faisait pendant que sa mère mourait. Le chaos qui s'ensuivit fut indescriptible. Les huées montèrent. Les sponsors présents dans la salle quittèrent les lieux en cachant leur visage. Sophie, l'idole des réseaux, voyait son empire s'effondrer en quelques secondes, plus vite qu'un château de cartes. Mais le pire pour elle n'était pas la honte sociale. C'était ce qui l'attendait à la sortie. Claire avait prévenu la gendarmerie. Les mêmes gendarmes qui avaient découvert le corps de Berthe avaient rouvert le dossier suite aux preuves fournies par Claire plus tôt dans la journée. L'arrestation de Sophie fut diffusée en boucle sur toutes les chaînes. On la vit menotte, au poignet, sans filtre, sans maquillage, le visage ravagé par la réalité qui la rattrapait. L'enquête fut rapide et accablante. Les relevés bancaires confirmèrent tous les virements extorqués, les mensonges, l'abandon matériel. Le juge d'instruction, un homme de la vieille école, ne montra aucune pitié. Les charges retenues furent lourdes. Abus de faiblesse sur personne vulnérable, non-assistance à personne en danger, et même vol aggravé sur ascendant. Le procès qui eut lieu 1 an plus tard fut le procès d'une époque, celui de l'égoïsme roi de l'image qui prime sur la substance. Sophie essaya de se défendre, de plaider une sorte de déconnexion de la réalité, une addiction aux réseaux sociaux. Mais face aux photos de l'autopsie de Berthe, face à la maigreur de ce corps qui l'avait porté, aucune excuse ne tenait. Elle fut condamnée à 5 ans de prison ferme, une peine exemplaire rare pour ce genre d'affaires, mais à la hauteur de l'indignation nationale. Elle fut également condamnée à rembourser chaque centime, ce qui la mena à la ruine personnelle, car elle avait tout dépensé. Aujourd'hui, la maison de Berthe a été vendue pour payer les dettes. Mais avant la vente, Claire est retournée une dernière fois au cimetière. Il ne pleuvait pas ce jour-là. Un timide rayon de soleil perçait à travers les nuages normands, éclairant la pierre tombale simple. Il n'y avait plus de couronne de fleurs extravagantes, juste un petit pot de bruyère déposé par Claire. Elle posa sa main sur la pierre froide. « Dors en paix, Berthe, murmura-t-elle. On ne t'a pas oublié. Et la vérité est connue. Tu n'as plus à t'excuser. Tu as tout donné. C'est nous qui te demandons pardon. » Cette histoire, mes chers amis, est une blessure ouverte. Elle nous interroge tous au plus profond de nous-mêmes. Elle nous demande ce que nous faisons de nos aînés. Elle nous demande si dans notre course effrénée vers la modernité, vers la réussite, vers l'image, nous n'avons pas perdu l'essentiel, la gratitude, le respect de ceux qui nous ont précédés. Berthe est morte seule, mais sa voix, grâce au courage d'une infirmière qui n'a pas voulu fermer les yeux, résonne aujourd'hui comme un avertissement. N'oubliez jamais ceux qui vous ont tenu par la main quand vous étiez petits, car un jour ce sera à votre tour de leur tenir la main. Et ce jour-là, que restera-t-il de nous si nous avons oublié d'aimer? L'histoire de Sophie et de Berthe est un miroir tendu à notre société. Un miroir parfois déformant, parfois cruel, mais nécessaire. Prenez soin des vôtres. Un coup de téléphone, une visite, un repas partagé. Cela vaut plus que tous les likes du monde. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Claire? Auriez-vous eu le courage de briser le secret médical pour faire éclater la vérité? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Je vous laisse y réfléchir. En attendant, serrez vos proches dans vos bras tant qu'ils sont encore là. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle histoire.